Les lumières de rue de Cannes glissaient devant la vitre de la voiture comme des traînées éthérées de lumière. Victor Boisnoir resserra sa prise sur le volant, ses yeux ne quittant jamais la route côtière menant au manoir. L'homme de 52 ans connaissait bien le sentiment de triomphe après chaque affaire conclue. Mais jamais ce sentiment n'avait été aussi intense qu'aujourd'hui. Sur le siège passager, une caisse spéciale était soigneusement attachée, émettant occasionnellement de petits bruits et de légères vibrations. Le 52e anniversaire de Victor n'avait eu ni gâteau, ni bougie, ni fête-point pour un homme qui possédait presque tout. Victor estimait que cette récompense personnelle valait les centaines de milliers d'euros dépensés. Un cadeau que personne ne pouvait acheter ouvertement. Le manoir apparut au sommet de la colline, une lumière dorée se répandant comme une forteresse solitaire. Pas d'épouse, pas d'amis proches, seulement des employés qui étaient rentrés chez eux depuis longtemps sur sa demande. Ce soir, Victor voulait une intimité totale. Après avoir garé la voiture dans le garage, Victor porta soigneusement la caisse dans le salon. Sa respiration s'accéléra, tandis qu'il déverrouillait les loquets de sécurité. Lorsque le couvercle s'entr'ouvrit légèrement, un petit grognement retentit, faible mais sauvage. Victor regarda à l'intérieur et croisa des yeux ambrés brillants. Un lionceau, âgé d'accent grave, peine 3 mois, recroquevillé dans un coin de la caisse. Sa fourrure dorée ébouriffée, ses yeux emplis de peur. Bonjour, petite, murmura Victor, incapable de cacher son excitation. Ma nouvelle reine. Le lionceau sortit lentement, les pattes tremblantes, observant prudemment la grande pièce inconnue. Elle grogna doucement quand Victor s'approcha, puis recula dans un coin, cherchant un abri. Dans la spacieuse pièce au haut plafond, aux meubles coûteux et aux œuvres d'art, le petit lion n'était qu'un point jaune pâle, perdu et seul. La première nuit fut remplie de sons oubliables, de faibles cris appelant la mère depuis le coin de la pièce. Victor ne put dormir. Il s'assit à distance de la lionne, la regardant refuser la viande hachée coûteuse. Dans les moments entre veille et sommeil, il imaginait voir des souvenirs dans les yeux de l'animal. Les vastes plaines du Serengeti sous un ciel bleu, la chaleur de sa mère et des autres lions de la troupe, puis des coups de feu, des rugissements douloureux, la forte odeur des sédatifs et l'obscurité des cages de transport. À eu bout de 3 jours, Victor commença à s'inquiéter. Le petit lion touchait à peine à sa nourriture, ne buvait pas d'eau, et s'affaiblissait de jour en jour. Ses yeux dorés autrefois brillants étaient devenus troubles. Sa fourrure hirsute contre sa peau. Tôt le 4e matin, il appela le vétérinaire privé qui avait aidé à arranger tout cela, la seule personne qui connaissait l'existence de cette créature dans le manoir. Elle mourra si elle ne mange pas, dit l'homme directement après avoir administré des fluides et des vitamines à l'animal. Nous pouvons la nourrir de force, mais je ne peux pas garantir. Combien te paie-je pour garantir qu'elle vive? Interrompit Victor, sa voix froide. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Cette nuit-là, après que le vétérinaire fut parti avec une grosse somme d'argent, Victor s'assit à côté du petit lion qui s'était endormi sous l'effet des médicaments. Dans le sommeil, elle semblait plus paisible, presque comme un grand chat. Mais quand sa patte arrière blessée, peut-être lors de la capture, devint visible sous la lumière, Victor réalisa soudain ce qu'il avait pris à cette petite créature. À l'aube, Victor se réveilla soudain, ne se rappelant pas quand il s'était endormi. Le lionceau n'était plus à sa place. Son cœur s'emballa tandis qu'il fouillait la pièce et la trouva enfin près de la grande vitre. Ses pattes avant posées contre le cadre de la fenêtre, regardant le ciel qui s'éclaircissait. Quand Victor s'approcha, elle se tourna. Et dans la lumière de l'aube, ses yeux ne montraient plus de peur ni de colère, seulement de la tristesse. Une tristesse profonde et primitive, comme si cette petite créature comprenait qu'elle ne verrait plus jamais le soleil se lever sur les plaines de sa terre natale. Ce regard transperça Victor comme un couteau, touchant quelque chose de profond en son âme. Un endroit qu'après des années à bâtir son empire commercial, il pensait ne plus exister. C'est alors que Victor réalisa qu'il emprisonnait une âme libre. Après avoir nommé la lionne Amélie, Victor était déterminé à faire tout son possible pour qu'elle vive bien dans son nouvel environnement. S'il ne pouvait pas lui donner la liberté, au moins il lui apporterait la liberté. Sans épargner ni dépenses ni pouvoir, il commença à transformer tout le rez-de-chaussée du manoir. Les mains de Victor tremblaient légèrement tandis qu'il caressait le dessin final, une recréation parfaite de la savane africaine directement dans son manoir de Cannes. L'excitation montait, pas différente de celle du jour où il avait signé son premier contrat. Cette fois, le défi n'était pas de conquérir le marché, mais de conquérir le cœur d'une créature sauvage. Nous le terminerons dans 2 mois, dit le designer, incapable de cacher sa surprise quand Victor approuva un budget de près d'1 million d'euros pour ce projet. Mais monsieur Boisnoir, je dois demander, tout cela juste pour un lionceau. Victor ne répondit pas. Cette question résonna dans son esprit pendant les semaines suivantes chaque fois qu'il entendait les perceuses, les marteaux, les camions livrant de la terre et des roches du monde entier. Chaque nuit, il visitait encore Amélie dans sa chambre temporaire, caressant sa fourrure dorée qui reprenait progressivement de l'éclat, posant sa main sur son cœur qui se renforçait. « Que attends-tu, petite »
murmura-t-il tandis qu'Amélie regardait une fois de plus par la fenêtre fermée. Le jour de l'inauguration du royaume d'Amélie arriva enfin. Victor guida la lionne dans le nouvel espace. À ce premier instant, Amélie resta immobile, les oreilles dressées en alerte. Puis, comme libérée, elle s'élança en avant, ses pattes touchant la vraie terre, son nez inhalant l'odeur de l'herbe africaine. Victor observa, le cœur serré, voyant Amélie vraiment vivante pour la première fois. Elle courut, sauta, roula dans l'herbe, bondit sur des jouets déguisés en proie. Explorant chaque coin de son nouveau territoire. Et la première nuit dans le nouvel espace, Amélie dormit profondément sur une grande roche spécialement chauffée. Victor ne pouvait détacher ses yeux de l'écran de surveillance, fasciné tandis qu'il enregistrait chaque rêve de sa petite reine. Amélie avait mangé, joué, dormi, des signes de guérison, de bonheur. Au cours des semaines suivantes, Victor passa presque tous ses moments libres avec Amélie. Il prit des photos, enregistra des vidéos, partagea sa fierté avec un groupe spécial d'amis, des gens qui gardaient aussi des animaux exotiques. Ma reine, écrivit-il sous une vidéo d'Amélie s'étirant sur la roche, profitant du soleil matinal du système d'éclairage sophistiqué. Chaque like, chaque compliment ne soulageait en rien le vide étrange qu'il ressentait chaque fois qu'il quittait cet espace artificiel. Graduellement, Victor réalisa qu'il cherchait quelque chose dans les yeux d'Amélie, un signe de gratitude, d'affection. Mais bien qu'Amélie se soit habituée à sa présence, lui permettant de la caresser et parfois même de s'allonger à ses côtés, ses yeux dorés maintenaient une distance infranchissable. Ma reine, écrivit-il sous une vidéo d'Amélie s'étirant sur la roche, profitant du soleil matinal du système d'éclairage sophistiqué. Chaque like, chaque compliment ne soulageait en rien le vide étrange qu'il ressentait chaque fois qu'il quittait cet espace artificiel. Graduellement, Victor réalisa qu'il cherchait quelque chose dans les yeux d'Amélie, un signe de gratitude, d'affection. Mais bien qu'Amélie se soit habituée à sa présence, lui permettant de la caresser et parfois même de s'allonger à ses côtés, ses yeux dorés maintenaient une distance infranchissable. Il regardait vers l'horizon artificiel, vers les fenêtres dissimulées, vers un monde qu'Amélie semblait se rappeler dans chaque cellule. La sonnette retentit un après-midi ensoleillé d'avril, comme un avertissement. Avant que Victor puisse réagir, il vit le visage de Sophie, sa fille unique, apparaître sur l'écran de sécurité. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils s'étaient vus, depuis le jour où elle était partie après une dispute quand elle avait choisi d'étudier la faune sauvage au lieu de reprendre l'empire commercial de son père. Quand il ouvrit la porte, Victor eut l'impression de faire face à une version féminine de lui-même. Dur, déterminé, et en colère. Sophie ne le salua pas. Elle entra directement, ses yeux scrutant le manoir comme à la recherche de preuves d'un crime. Damien m'a envoyé cette vidéo, dit-elle, sa voix froide comme la glace, en montrant son téléphone à Victor. Sur l'écran, Amélie était allongée sur la roche, une vidéo que Victor avait partagée dans un groupe privé. Comment as-tu pu faire ça? La confrontation se déroula comme une tempête. Accusations, justifications, douleurs anciennes et nouvelles entremêlées. Victor sentit sa gorge se serrer tandis qu'il essayait d'expliquer qu'il avait donné à Amélie la meilleure vie possible, qu'elle était en sécurité, soignée, jamais affamée ni froide. « Comprends-tu que ce lion n'appartient pas ici » cria presque Sophie, sa voix se brisant. « Sais-tu que sa mère et ses frères et sœurs ont peut-être été tués pour la capturer? Sais-tu que chaque euro que tu as payé aux contrebandiers soutient une industrie sanglante ?» Victor n'y avait jamais pensé. Dans son esprit, Amélie avait toujours été un individu solitaire sans passé, sans famille, sans vie avant de venir chez lui. Mais à travers les mots de Sophie, à travers les larmes enragées de sa fille, il vit soudain le tableau douloureux auquel il avait contribué. « Tu as créé une prison luxueuse et tu appelles ça de l'amour », dit Sophie calmement, épuisée avant de sortir par la porte. « Mais la vérité, c'est que tu possèdes simplement sa douleur. » Cette nuit-là, Victor ne put dormir. Les mots de Sophie résonnaient dans son esprit comme une malédiction. Il se leva, marcha pieds nus jusqu'à l'espace d'Amélie. Sous la lune artificielle, la lionne était éveillée, faisant les 100 pas en ligne droite parfaite le long du mur de verre. Victor avait autrefois pensé que c'était un signe de vivacité. Maintenant, il réalisait que c'était un signe de désespoir. Pendant de nombreux jours ensuite, Victor commença à voir vraiment Amélie. Pas comme un objet de collection, un symbole de richesse, mais comme un être souffrant. Il remarqua les marques de griffures sur les murs sous les fenêtres où Amélie essayait de trouver une issue. Il vit comment elle restait allongée des heures à regarder le ciel artificiel, les yeux fixes comme à la recherche d'étoiles réelles. Et elle remarqua comment elle sursautait au son du vent réel venant de l'extérieur. Comment elle inhalait des odeurs étranges quand Victor apportait l'odeur de la mer après une baignade. Victor commença à lire des recherches sur la faune en captivité. Il lut sur le stress, la dépression, les troubles du comportement, des signes qu'Amélie exhibait clairement. Il comprit que peu importe la perfection de la savane artificielle, elle manquait toujours le vrai ciel, les vraies proies,
les vrais sons et le sens de la nature sauvage. Des choses que les instincts d'Amélie réclamaient à chaque seconde. Une nuit, pendant une rare pluie à Cannes, Victor s'assit dehors de l'espace d'Amélie. La lionne se tenait près de la porte vitrée, le nez pressé contre le verre froid, inhalant l'odeur de la vraie pluie. Elle resta ainsi immobile pendant des heures. Et pour la première fois, Victor se vit à travers les yeux d'Amélie. Pas comme un propriétaire bienveillant, pas comme un bienfaiteur, mais comme un geôlier. Victor ferma les yeux, sentant la vérité douloureuse se répandre comme de l'eau froide dans son âme. Avait-il le droit de priver une créature sauvage de liberté juste pour son plaisir personnel? Était-ce une démonstration de pouvoir ou simplement de l'égoïsme déguisé en amour? Le lendemain matin, Victor se leva avec une nouvelle détermination. Il observa Amélie essayant de s'étirer jusqu'à la haute fenêtre, ses pattes avant tendues désespérément, ses yeux dirigés vers un horizon qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Et Victor sut ce qu'il devait faire. Même si cela signifiait renoncer à tout ce qu'il avait investi, même si cela pouvait signifier affronter des conséquences légales, perdre sa réputation, voire sa propre liberté, il rendrait sa liberté à Amélie. Mais comment? La lionne était habituée aux humains, n'avait jamais appris à chasser, n'avait jamais affronté les vrais dangers du monde sauvage. Elle la relâcher dans la nature immédiatement ne serait qu'une autre sentence de mort. Dans un rare moment d'honnêteté avec lui-même, Victor réalisa qu'il avait besoin d'aide. Besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois le monde de la faune sauvage et le fonctionnement du trafic illégal. Besoin de quelqu'un qui, peu importe à quel point il le haïssait, placerait la vie d'Amélie au-dessus de tout. Les mains tremblantes, Victor décrocha le téléphone. 3 fois il composa le numéro, puis raccrocha, craignant que sa fille refuse, voire le dénonce. Mais la 4e fois, il laissa sonner jusqu'à entendre la voix froide de Sophie à l'autre bout. Sophie, dit-il, sa voix marquée par les nuits blanches. J'ai besoin de ton aide. Je veux ramener Amélie là où elle appartient. La pluie tombait drue sur les champs verdoyants luxuriants de Tanzanie. Victor se tenait sous le petit toit de la station d'observation, sentant chaque goutte éclabousser son visage quand le vent soufflait. L'odeur de la terre humide, de l'herbe fraîche et de la faune sauvage emplissait l'air. Dans ses mains, des jumelles pointaient vers la zone d'entraînement semi-sauvage à un demi-kilomètre, où un point jaune se déplaçait à travers la pluie. Amélie, 3 mois s'étaient écoulés depuis cet appel fatidique avec Sophie. Victor n'oublierait jamais le sentiment d'étouffement quand il avait entendu sa fille halter à l'autre bout, après qu'il eut dit qu'il voulait libérer Amélie. Le silence dura assez longtemps pour compter chaque battement de cœur. Puis une réponse simple. J.E. serait là demain matin. Tout ce qui suivit se passa comme un tourbillon. Sophie arriva avec 2 experts du projet de réintégration de la faune sauvage, une organisation avec laquelle elle avait travaillé. Ils évaluèrent l'état d'Amélie, développèrent un plan, et dirent franchement à Victor que la route serait difficile. Personne ne garantissait qu'Amélie pourrait se réintégrer avec succès dans la nature et Victor affronterait des conséquences légales pour trafic de faune. Mais au moins, nous pouvons lui donner une chance, dit Sophie, regardant son père dans les yeux pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la maison. Victor hocha la tête. Il était prêt à accepter toutes les conséquences. Le parcours légal fut un cauchemar. Victor se dénonça volontairement aux autorités, fournit toutes les informations sur les origines d'Amélie, accepta de coopérer à l'enquête sur le réseau de trafic. Chaque jour, sa réputation se brisait morceau par morceau dans les journaux. L'image de Victor Boisnoir, le magnate de l'immobilier, apparaissait aux côtés d'articles sur le trafic de faune. Les partenaires d'affaires se retiraient un à un. Les actions de la société chutèrent et les invitations aux fêtes de la haute société disparurent soudain. Mais Victor s'en fichait désormais. Chaque nuit, il s'asseyait à côté d'Amélie, caressant sa fourrure dorée qui devenait progressivement lustrée. Amélie permettait encore son contact, mais Victor sentait le changement. La distance entre eux n'était plus celle entre un propriétaire et un animal de compagnie. Elle devenait la distance entre 2 êtres se préparant à se séparer. Te souviendras-tu de moi? Murmura Victor une nuit, sachant que la question était stupide. Amélie le regarda, ses yeux dorés brillant dans l'obscurité. Pas avec affection, pas avec gratitude, juste avec un instinct sauvage, qui s'éveillait progressivement. Le dernier jour à Cannes, Victor ne put toucher Amélie. Suivant les conseils des experts, il devait commencer le processus de réduction de l'attachement humain. Amélie fut placée dans une cage de transport spéciale. Seule Sophie et les experts étaient autorisés au contact. Victor se tenait à distance, sentant le vide se répandre dans sa poitrine tandis que le camion partait, emmenant Amélie à l'aéroport où un vol privé attendait. Victor n'était pas autorisé à l'accompagner. Tout contact humain doit être minimisé, expliquèrent-ils, surtout avec les personnes auxquelles Amélie s'est familiarisée. Mais Victor ne supportait pas l'attente. Un mois plus tard, il s'envola pour la Tanzanie où Amélie subissait une réhabilitation dans une zone de conservation spéciale. Il était autorisé à observer de loin, sans intervenir, sans contact. Debout maintenant sous la pluie africaine, Victor regardait intensément à travers les jumelles. Amélie avait complètement changé. Ce n'était plus le petit lionceau faible recroquevillé dans le coin du manoir. Après 5 mois,
Amélie était devenue une jeune lionne en pleine santé, sa fourrure dorée luisant sous le soleil tropical quand la pluie s'arrêtait. Dans la zone d'entraînement semi-sauvage, elle apprenait à approcher les proies, une partie essentielle de la préparation à la vie naturelle. Elle progresse plus vite que prévu, dit le jeune chercheur debout à côté de Victor, incapable de cacher sa joie. L'instinct de chasse est toujours là, il a juste besoin d'être réveillé. La semaine dernière, Amélie a attrapé son premier lapin entièrement par ses propres moyens. Victor hocha la tête, sentant la fierté monter, mais une fierté différente. Pas comme le sentiment triomphant de posséder une créature rare, mais la joie de voir un être redécouvrir son essence naturelle. Le processus de réintégration d'Amélie faisait encore face à de nombreux défis. Les experts prédisaient qu'il faudrait au moins une année supplémentaire avant qu'elle puisse être relâchée dans une zone sauvage contrôlée où une troupe de lions s'était habituée à accepter de nouveaux membres. Personne ne garantissait qu'Amélie serait acceptée par la troupe ou survivrait dans l'environnement naturel impitoyable. Mais au moins elle avait une chance. Victor avait financé tout le processus, y compris la construction d'installations supplémentaires pour la zone de conservation. Suivant les conseils des experts, il ne participait pas directement à l'entraînement d'Amélie pour éviter de la rendre plus familière avec les humains. Et la visite d'aujourd'hui était une rare exception, car Amélie était sur le point de passer à la phase suivante de réintégration. Puis-je m'approcher un peu ? Demanda Victor, ses yeux toujours rivés aux jumelles. Je suis désolé, mais non. Le chercheur secoua la tête. Tout contact humain pourrait perturber le processus. Vous avez déjà tant fait pour Amélie. La meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est de la laisser oublier les humains. Victor hocha la tête, comprenant que cela faisait partie du processus de lâcher prise. Il baissa les jumelles, observant Amélie une dernière fois à travers la vitre de la salle d'observation distante. À cet instant bref, la jeune lionne sembla regarder vers la station comme si elle sentait la présence. Pas de reconnaissance, pas de signe de familiarité, juste le regard curieux et prudent d'une créature vraiment sauvage. Et c'était exactement ce que Victor voulait. 2 ans plus tard, par un matin d'automne sur la Côte d'Azur, Victor reçut un email de la zone de conservation en Tanzanie. Pas de message, juste une courte vidéo en pièces jointes. Dans la vidéo, une lionne adulte menait 2 petits lionceaux à travers l'herbe de la savane. La caméra de suivi de la faune avait capturé le moment où la mère s'arrêtait, léchait les visages de ses petits, puis observait prudemment les environs avant de continuer. Une petite cicatrice sur sa patte arrière, une blessure de jeunesse, confirmait qu'il s'agissait d'Amélie. Le seul texte accompagnant l'email. Parfois, la liberté est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir. Victor enregistra la vidéo, puis se leva, se dirigeant vers la grande fenêtre de son bureau donnant sur la Méditerranée. Son empire commercial continuait de croître, sa vie était toujours pleine de confort matériel. Mais depuis le voyage en Tanzanie, Victor avait changé. Il était devenu un grand sponsor pour de nombreux projets de conservation de la faune, surtout ceux luttant contre le trafic illégal. Beaucoup dans son entourage ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un qui collectionnait autrefois tout ce qui était précieux se souciait soudain de la conservation de la nature. Victor n'expliquait jamais. Il gardait pour lui le souvenir des yeux tristes d'Amélie cette première nuit au manoir et le sentiment d'accomplissement en la voyant retourner à la nature sauvage. Amélie lui avait enseigné une leçon qu'aucune affaire réussie ne pouvait offrir. Parfois, le vrai bonheur ne vient pas de la possession, mais du lâcher-prise. Et la liberté, que ce soit pour les humains ou les animaux, ne s'achète pas avec de l'argent.